Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le DS numéro 6 de cette année. Donc ici avec un exercice où vous avez plein d'éléments de cours et ensuite, des choses très proches des éléments de cours. Ici un exercice 2 sur les intégrales et les suites, très classiques avec des intégrations par partie et puis des équivalents. Et un exercice 3 extrêmement classique aussi, avec une chaîne de Markov, c'est-à-dire un exercice avec des probabilités, une matrice associée et ensuite une sorte de calcul de AN par diagonisation, comme on a fait très très souvent, et ensuite un retour au problème probabiliste pour avoir une idée de ce qui se passe dans ce cas concret sur les particules, quelque chose qui était très proche d'un élément de cours aussi. Donc dans ce premier exercice, nous avions ici des sacs S1 jusqu'à Sn dans lesquels il y avait systématiquement euh, K, euh, K boules. Une était, pas K boules, K jetons, et un jeton était blanc, et le reste était rouge. Donc, dans ce cas-là, comme il y a S, il y a K dans la question 1, dans SK, il y a K jetons euh, en tout. On a la probabilité de tirer un jeton blanc qui est 1 sur le nombre de jetons total, puisqu'il n'y a qu'un seul jeton blanc sur, sur l'ensemble des K jetons. Donc dans SK, on a cette probabilité-là. Ensuite, on va pouvoir utiliser, on sait que la probabilité de SK est proportionnelle à K carré, donc est égale à lambda K2 avec lambda appartenant à R. Et donc ça nous permet de trouver, en faisant la somme des probabilités égale à 1, de trouver le lambda. Donc somme des probabilités égale à 1, cela nous fait somme des K2. La somme des K2, c'est 1 sixième de n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Et donc on obtient, comme ça doit être égal à 1, on a lambda qui est égal à 1 sur ceci, c'est-à-dire 6 sur n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Ceci étant, on a trouvé donc la probabilité de SK, on a la probabilité de B sachant SK, on peut utiliser la formule de probabilité totale, et pour cela, il faut rappeler que l'ensemble des événements SK, on avait appelé SK à la fois l'événement tiré dans un sac SK et SK le nom du sac. On avait donné exactement la même appellation. Et ici, nous avons donc l'ensemble des événements SK qui correspond qui est un système complet d'événements. Système complet d'événements. Chaque fois que vous aurez à utiliser la formule de probabilité totale, il faudra rappeler ceci. Donc il fallait le faire deux fois au cours de cet exercice. Donc on peut utiliser la formule, d'où la formule de probabilité totale. Voilà, de probabilité totale. Et on obtient la probabilité de B qui est égale à somme de k égale 1 jusqu'à n des P de SK fois P de B sachant SK. Dans le cas d'un arbre de probabilité, on aurait eu ce type de situation. Voilà, Sn. Et après, soit blanc, soit rouge, soit blanc, soit rouge. Ici, 1 sur, alors c'est pas 1 sur, c'est lambda fois 1, lambda fois 2 au carré, etc. Jusqu'à lambda fois, fois n au carré pour Sn, pour l'événement Sn. Et ensuite, ici, c'était 1 sur 1, 1 sur 2, etc. Et on fait la somme de ces branches. Voilà. Voilà. Donc ça revient à faire ceci. Donc si vous voulez avoir la vision en arbre de probabilité, c'est comme ça que ça se serait produit. Ici, on écrit probabilité de SK, c'est lambda K2, et la probabilité de B sachant SK, 1 sur K. Donc on sort le lambda, on se retrouve avec la somme des K,
Et la somme des cas, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. On remplace le lambda par sa valeur, 6 sur n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, fois ceci, et on a les n qui s'éliminent, voilà, et le 2, il reste 3. Donc 3 sur 2n plus 1. Une fois qu'on a déterminé la probabilité de B, qu'est-ce que j'ai fait? Une erreur monumentale. Ici, c'est un B. Je sais pas, j'espère que ça va pas trop troubler. Ici, la probabilité de B, c'est ceci. Une fois qu'on a la probabilité de B, on peut déterminer la probabilité sachant on arrive après l'événement, la personne a tiré un jeton blanc, et on veut savoir quelle est la probabilité qu'il ait tiré son jeton dans le sac SK. Donc on applique la formule de Bayes, ou de B. Donc c'est la probabilité de SK, facteur de la probabilité de B sachant SK, sur la probabilité de B. Hein, c'est B inter SK, et B inter SK, ce n'est rien d'autre que ceci. Probabilité de SK, c'est lambda K2. La probabilité de B sachant SK, c'est 1 sur K, sur probabilité de B, c'est-à-dire sur ça, donc sur 3 fois 2n plus 1. Hein, puisqu'on divise par ceci, on multiplie par l'inverse. Le lambda, alors ici on obtient K, tout simplement. Le lambda, c'est 6 sur n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc j'ai dit le K, il reste. Le 3 ici. Et le 2 puissance, le 2 fois le 2n plus 1. Voilà. On a 2n plus 1 qui s'élimine. Le 3 avec le 6, il reste un 2. Et on obtient 2K sur n facteur de n plus 1. Voici pour cette probabilité conditionnelle. On va passer maintenant à la question 2. Alors, je ne corrigerai finalement pas la question 2, mais la question 3 directement, parce que la question 2 est vraiment trop proche des questions de cours. Donc, dans la question 3, on vous demande en petit a de trouver la matrice de phi dans la base canonique, c'est-à-dire on a pris E comme espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. La base canonique, c'est 1x, x carré. Tout polynôme peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de ces trois polynômes. Hein, on connaît bien ax carré plus bx plus c, hein, un polynôme de second degré. Et donc ici, on a défini une application linéaire phi de E dans E, définie ainsi. Alors, on montrera plus tard, quand on fera les polynômes, comment montrer simplement que cette application est bien définie et qu'elle est bien linéaire. Là, pour l'instant, j'ai souhaité, dans cet exercice, l'admettre et le fait qu'elle soit à la fois définie et linéaire, et ensuite déterminer la matrice de phi dans la base canonique C. Pour cela, il nous faut phi de 1. Donc pour phi de 1, on remplace tous les p par 1. Quand on remplace les p par 1, p' étant le polynôme, p étant le polynôme égal à 1, donc constant, quand je le dérive, on obtient 0. Donc p' c'est 0. Et p seconde, a fortiori, 0 aussi. Et donc on obtient directement 1. Donc dans le premier vecteur colonne, on doit écrire phi de 1, phi du premier vecteur dans C, phi de 1 puisqu'on est dans C, dans la base de C aussi. Donc ici on obtient 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2. Donc les coordonnées sont 1, 0, 0. Voilà. Ensuite, pour trouver la deuxième colonne, il nous faut faire phi de x. Là, cette fois-ci, donc je remplace tous les p par x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée seconde de x est nulle. Voilà. Fois 0. On développe, on obtient moins 1. Donc pour la deuxième colonne, cette fois-ci, deuxième colonne, il nous faut phi de x, phi du deuxième vecteur de la base C. Et dans la base C, donc là ici c'est moins 1 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x2. Et pour le troisième, phi de x carré, on remplace tous les p par x carré. La dérivée de x carré, c'est 2 fois x. La dérivée seconde de x carré,
Si je redérive encore, j'obtiens 2. On développe, on simplifie et on obtient là ce sera 2x2 moins 4x moins 2. Et donc après simplification, x carré, donc moins 3x carré, ici moins 6x et moins 2 tout simplement. Donc la troisième colonne est constituée dans la base canonique de moins 3 pour x carré pour le troisième, moins 6 pour le x et moins 2 pour la constante. Voilà la matrice de phi dans la base C. Il y a bien évidemment une matrice, un vecteur, pas un vecteur, mais une base pour lesquelles la fonction phi s'écrit beaucoup plus simplement. Et cette base-là, pour l'instant, on vous la donne, on ne vous demande pas de la déterminer. On a vu des méthodes pour les déterminer, mais on est obligé de vous tenir par la main cette année parce que vous n'avez pas encore tous les éléments pour pouvoir le faire parmi ces méthodes. Donc là, j'ai pris le parti de vous la donner directement. Et donc, dans cette base B, dans un premier temps, je vous demandais de montrer que B était une base. Et pour cela, vous deviez écrire la matrice de B dans C. Et donc, il fallait trouver les coordonnées de ces trois vecteurs dans la base canonique. Alors, pour le premier, c'est tout simple, puisque c'est 1, 0, 0. Pour le deuxième, le coefficient, donc dans cette base-là, c'est 1 fois 1 plus 1 fois x, donc 1, 1, 0. Et pour celui-ci, il faut développer l'expression et obtenir le polynôme sous forme développée pour avoir la décomposition dans cette base. Donc 1 pour 1, 2 pour x et 1 pour x carré. Ceci n'était autre, d'ailleurs, à partir du moment où on sait que c'est une base, on obtient la matrice de changement de base de C vers B. Voilà. Et ici, le déterminant étant différent de 0, cela nous permettait de justifier qu'on avait une base. Le déterminant ici, comme c'est une matrice triangulaire supérieure, c'est la produit des éléments diagonaux, et on obtient, voilà, donc B était bien une base de E. Si vous utilisez le déterminant, vous pouvez l'affirmer directement. Sinon, si vous parlez du rang de la matrice, vous devez dire que le rang est égal à la dimension de R2 pour dire que c'est une famille génératrice, et que le rang est égal au cardinal de B, 3, le rang égal à 3, pour dire que c'est une famille libre. Et ensuite, vous dites elle est libre et génératrice, c'est donc une base. Ici, pour la deuxième question, vous demandez math de phi toujours, mais dans cette base B. Et donc, dans ces cas-là, il nous faut faire phi du premier élément de B. Premier élément de B, c'est 1. On l'avait déjà calculé, c'est 1. Dans cette base, c'est 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus x plus 0 fois x plus 1 au carré. Donc, on obtient comme première colonne 1, 0, 0. Pour le deuxième vecteur polynôme, pardon, comme c'est un espace vectoriel, on a tendance à parler de vecteurs, mais ici, c'est des polynômes. Ici, on remplace donc l'expression, dans l'expression qui est là, p par x plus 1. On obtient x plus 1 moins x plus 1, et la dérivée c'est 1, et la dérivée seconde de ce polynôme est nulle. Donc je n'écris pas le dernier terme, mais on obtient donc ici 0. Donc 0, 0, 0. Et pour le troisième, x plus 1, la dérivée de x plus 1 carré, alors x plus 1 carré, c'est x plus 1, 2x plus 1, pardon, et la dérivée seconde, c'est 2. Voilà, donc j'ai remplacé p seconde et p' par l'expression dérivée première de celui-ci et dérivée seconde de. Ici, comme je reconnais des x plus 1 carré partout, je factorise directement par x plus 1 carré, ce qui m'arrange parce que j'ai dans l'idée d'exprimer le résultat de ceci dans la base qui est ici. Donc là, j'ai un x plus 1 carré,
Donc c'est idéal, puisque j'ai déjà le coefficient, je sais déjà que ça va être quelque chose fois ce polynôme. Ici j'ai un 1, moins 2, donc moins 3, x plus 1 carré. Donc 0, 0, moins 3, x plus 1 carré. Dans cette base-là, le coefficient de 1 c'est 0, le coefficient de x plus 1 c'est 0, et le coefficient de x plus 1 carré c'est moins 3. La décomposition étant unique, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc j'ai trouvé la matrice de phi dans la base B. Une autre méthode aurait consisté à calculer la matrice de passage de B vers C, c'est-à-dire la matrice de C vers B, puissance moins 1. Voilà. Fois la matrice dans C de phi, fois la matrice de de C vers B. Voilà, c'est bien parce qu'il y a le moins 1 ici, vous comprenez que, cette formule fonctionne, puisque ici, P puissance moins 1 de ceci, c'est bien de B vers C. Et on reconnaît ici la formule, le C qui est là, le C qui est là, et le C. Voilà. Donc on a ici déterminé la matrice dans cette base-là. Vous voyez que la matrice est diagonale, ce qui est bien pratique. De toute façon, on aurait pu deviner ici 1, 0, moins 1, comme celle-ci était triangulaire supérieure. Vous verrez l'année prochaine qu'on aurait pu deviner déjà les coefficients des volumes. Alors pour la question 4, cette fois, c'était la formule de, enfin la formule de Riemann. Alors ici, pour se ramener à reconnaître une expression en fonction de phi de k sur n, il faudra factoriser ici au dénominateur par n carré sous la parenthèse. Donc on obtiendra n carré facteur de 1 plus n carré sur n carré, le tout au cube. N carré fois n à la puissance 3, on obtient du n6. Donc on obtient somme de k égale 1 jusqu'à n. Bon, sinon je le fais directement ici. Je distribue la puissance. Donc j'obtiens n3 et n6. Certains d'ailleurs l'ont fait directement. Je l'ai fait directement sur le corrigé. Ensuite, ici, le n6, j'en garde 1 pour le numérateur. Donc j'obtiens, bon voilà, je vais le faire ici. Donc n6, je fais n5 et n. Et le n5, je le sors, j'obtiens n4 sur n5, ce qui nous fera 1 sur n. Voilà, 1 sur n, somme de k égale 1 jusqu'à n, de cette expression, ici, donc je vais l'écrire ici, ce sera plus rapide, voilà, 1 sur n, voilà. Et ici, je reconnais un f de k sur n avec f de x égale x sur 1 plus x carré à la puissance 3. Donc ceci va tendre vers l'intégrale de, lorsque n tend vers plus infini, de f de t dt entre 0 et 1. Car, et ça, j'ai pas voulu vous surcharger en information, mais ceci vient du fait que, si vous regardez bien l'énoncé du théorème, ceci, c'est parce que la fonction f est continue. Voilà, sur 0,1. Sinon, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette propriété. Alors maintenant, il nous reste à calculer l'intégrale de 0 à 1 de t sur 1 plus t carré au cube. Il faut reconnaître ici un u' u puissance alpha avec u égale 1 plus t carré, donc u' de t. Donc ici, il nous faut un 2t pour reconnaître u', et le alpha sera égal à moins 3. Donc si je rajoute un 2, j'ai un 1,5 devant, et j'obtiens ici u', u puissance alpha. Et la formule ici,
c'est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Comme alpha égale moins 2, alpha plus 1, c'est égale moins 3, pardon. Alpha plus 1, c'est moins 2. Donc ici, j'obtiens entre crochets 1 plus t, c'est-à-dire 1 plus t carré, c'est-à-dire u puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur u carré, 1 plus t carré puissance moins 2, puissance moins 2. Enfin, comme j'ai mis au dénominateur, c'est comme si c'était puissance moins 2. Ici, j'ai aussi alpha plus 1, c'est-à-dire moins 2 à mettre ici. Je mets le moins au numérateur, plus le demi qui est ici, 1 demi fois 2, 1 quart, entre 0 et 1. Et donc on fait le calcul, c'est la valeur, donc je factorise par 1 quart, moins la valeur en 1, c'est-à-dire 1 sur 4, plus la valeur en 0, puisque j'ai un moins ici. La valeur en 0, ça nous fera 1. Ici, ça nous fera 3 quarts fois 1 quart, donc 3 16e. Donc la limite ici, c'est 3 16e. Voilà pour cette question 4. Donc un peu technique au niveau des calculs de l'intégrale, et puis aussi de la factorisation par n. Donc cet exercice vous a posé quelques difficultés. Vous aviez compris qu'il fallait utiliser Riemann, mais vous aviez du mal à trouver la fonction f et la factorisation par n. Donc dans la question qui suit, il fallait utiliser la formule de Taylor reste intégrale pour montrer une inégalité. Donc ceci appliqué à la fonction sinus, on avait fait quelque chose de très ressemblant, on était vraiment très très proche de cette inégalité, on l'avait fait pour cosinus, et donc ici la formule de Taylor reste intégrale, c'est f de x égale, et pour cela il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle sur lequel on applique, ce qui était le cas ici pour la fonction sinus. Donc c'est la dérivée km en a, quand on fait, voilà, avec a qui appartient à i, x moins a puissance k, plus le reste intégral, donc entre a et x de la dérivée n plus 1, voilà, en t, sur n factoriel et x moins t puissance n dt. Donc on l'applique pour le sinus, donc à l'ordre 1 et l'ordre 3. Donc sinus x, c'est la sinus de 0, puisqu'on va prendre a égale à 0. Sinus de 0 sur factoriel 0, facteur de x moins 0 puissance 0, plus dérivée première de sinus en 0 sur 1 factoriel x puissance 1, et là on reconnaîtra 1 plus, on reconnaîtra x directement, puisque la sinus 0 est nulle, et là, sinus prime, ça nous fera cosinus de 0, cosinus, ça fera 1, donc ça fera le x qu'il y a dans l'inégalité que l'on doit montrer, puisqu'on doit montrer l'inégalité suivante, x moins x sur 6, inférieur ou égal à sinus x, inférieur ou égal à x. Donc on reconnaît ici cette expression, donc déjà, on s'arrête là déjà pour l'inégalité qu'elle a. L'intégrale entre 0 et x de la dérivée seconde de sinus de t sur 1 factoriel, factoriel 1, pardon, et x moins t puissance 1 dt. Voilà, on écrit, ça nous donne 0 ici, sinus 0. Sinus prime, c'est cosinus, cosinus 0, c'est 1. Donc ça nous fait x plus ceci pour l'ordre 1. La dérivée seconde de sinus, ben, ça fera dérivée première, c'est cosinus, dérivée seconde, c'est moins sinus, donc moins sinus de t, facteur de x moins t dt. Alors pour montrer l'inégalité qu'elle a, il faut justifier que ça, c'est bien positif, donc j'enlève à x quelque chose de positif pour arriver au sinus, donc ça veut dire que le sinus sera inférieur à cette expression. Alors soit x appartenant à... Alors j'aurais pu faire sur 0 pi au lieu de 0 pi sur 2. C'est pas faux d'avoir fait sur 0 pi sur 2, mais sur 0 pi il aurait été plus logique.
Voilà, donc je fais sur 0 pi pour vous montrer que ça fonctionne. Si ça fonctionne sur 0 pi, ça fonctionne aussi sur 0 pi sur 2. Donc on a ici x moins t qui est positif, sinus de t qui est positif. Donc ici le x moins t facteur de sinus de t est positif par positivité de l'intégrale. Si vous faites tout d'un coup et que là vous mettez ceci, vous perdez 0,5. J'ai été gentil aussi parce que j'ai peur que au moment du concours, vous perdiez un peu plus. Donc par positivité de l'intégrale, donc ça je l'avais dit plein de fois, il y en a encore qui ont écrit directement entraîne. C'est incorrect. Puisque c'est parce que c'est vrai sur l'intervalle 0x que vous pouvez utiliser la positivité de l'intégrale. Positivité de l'intégrale. Vous avez l'intégrale qui est ici. Hop, je ne le réécris pas. Vous devez réécrire positif. Donc, comme ceci est positif, on a ça qui est plus grand que on a x qui est plus grand que sinus x. Alors pour l'ordre suivant, il faut refaire la même chose, mais cette fois-ci, pour l'inégalité qui est ici, il faut aller un petit peu plus loin au niveau de l'écriture de Taylor. Donc ici, on doit dériver jusqu'à la dérivée troisième. Voilà, x carré, dérivée troisième en 0 factoriel 3 x cube, plus l'intégrale entre 0 et x, de la dérivée quatrième, donc dérivée quatrième de sinus, ce qui sera de nouveau sinus d'ailleurs, dérivée quatrième de sinus, sur factoriel 3, et x moins t puissance 3 dt. Alors là, on obtient x moins x3 sur 6, parce que la dérivée seconde de sinus, c'est égal à moins sinus, donc moins sinus 0, c'est 0, et ensuite la dérivée troisième, ce sera un moins cosinus de 0 sur 3 factoriel, ça me fera 6 x, voilà. 6 au dénominateur, 1 au numérateur. Et ici, puissance, la même chose, mais avec puissance 3 sur 3 factoriel. On a cet argument. Donc ceci, factoriel 3. Donc ceci est positif. J'ai un plus ici parce que c'est la dérivée quatrième, c'est sinus, donc plus sinus. Et donc, si ceci est positif, je suis obligé d'ajouter quelque chose à ceci pour arriver au sinus. Donc, on a le sinus qui est plus grand que ceci. Voilà. On peut le vérifier graphiquement. Alors, effectivement, ici en vert, j'ai représenté la fonction sinus. En bleu, la fonction x, qui est plus au-dessus de la fonction sinus sur 0pi. Et il se trouve qu'elle est toujours d'ailleurs au-dessus. Et pareil pour la fonction x moins x cube sur 6. Mais disons qu'ensuite, c'est plus compliqué de démontrer que l'écart reste positif pour les valeurs qui suivent. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai en revanche, ce que l'on peut faire, c'est conclure sur l'autre côté en parlant du fait que l'ensemble des fonctions qui sont considérées ici sont des fonctions impaires. Donc pour conclure quant à la position du côté si x appartient à moins pi, pi, du fait que toutes les fonctions soient impaires, on précisera que les inégalités sont dans l'autre sens. Je l'ai mis proprement sur le corrigé. On va passer maintenant à la question suivante, qui est un changement de variable. Donc ce changement de variable, vous l'aviez dans le DM, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont reconnu, le DM avec lequel vous avez donné une partie du corrigé. Donc nous avions l'intégrale entre, alors c'était pas les mêmes bornes, mais enfin c'était pareil, hein, c'était la même méthode. Voilà. Ici,
ceci. Donc l'intégrale qu'il fallait calculer était celle-ci. La nouvelle variable était exprimée en fonction de l'ancienne sous cette forme-là. Je peux noter ça comme étant phi de x. Si je fais dt, cela me fait e de x sur 2 racines de e de x moins 1 dx. Et j'obtiens ici, on a l'expression ici. Ceci correspond bien à dt, quasiment, hein, au demi près. Donc ici, si je mets un 2 ici, un 2 ici, pour faire apparaître le dt, il me faut un 2 en haut. Donc on a i égale 2 fois l'intégrale, on verra pour les bornes après. Ici, je reconnais dt sur, et là j'ai un x, 3 plus e de x, or 1 e de x moins 1 c'est égal à t, donc e de x plus 3 c'est égal à t plus 4. Voilà, j'ai oublié de mettre au carré, t carré plus 4. Si je mets au carré, hein, ceci, j'obtiens ceci, et ensuite je fais plus 4 de chaque côté pour obtenir e de x plus 3, c'est-à-dire j'obtiens t carré plus 4, et je vais regarder les inégalités, les bornes, pardon. Pour les bornes, j'ai la nouvelle variable en fonction de l'ancienne, il suffit que je fasse phi de ln de racine de 5, je remplace dans l'expression ici x par ln de racine de 5, j'obtiens ici racine carrée de... Ah, il me semblait bien qu'il y avait une coquille. Ici, c'est pas racine de 5, c'est 5. Donc j'obtiens ici 5 moins 1, racine carrée de 4, ce qui fait 2. Donc ici j'ai 2. Et phi de ln de 13, c'est exponentielle de ln de 13 moins 1, c'est-à-dire racine de 12. Racine de 12, j'obtiens 2 racines de 3, 2 racines de 3. Alors là, je peux factoriser par 4, j'obtiendrai 1 demi devant. L'intégrale entre 2 et 2 racines de 3 dt sur t sur 2 au carré plus 1. Si je factorise par 4, hein, ça me ferait t carré sur 4, donc t sur 2 au carré. Je pose v égale t sur 2, donc dv égale dt sur 2. dt sur 2, je l'ai ici, donc j'ai l'intégrale entre, on verra après, dt sur 2, c'est dv, sur v carré plus 1. Et ici, je remplace, comme j'ai la nouvelle variable v en fonction de l'ancienne, je remplace les deux, t par 2, j'obtiens la première borne. Et ici, t par 2 racine de 3, et j'obtiens la deuxième borne. Ici, une primitive de 1 sur v carré plus 1, c'est arctangente de v, pris entre 1 et racine de 3, ce qui fait arctangente de racine de 3 moins arctangente de 1. Arctangente de racine de 3, pi sur 3, moins arctangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4, ce qui va me faire un pi sur 12. Voilà pour cette sixième question. Alors, on a maintenant une dernière question qui pouvait se faire de deux façons différentes. Une méthode qui consistait à faire comme dans le dernier devoir, et certains l'ont vu. Ils l'avaient vu à l'automatisme et ils ne l'avaient pas fait, mais là, enfin, ils l'ont. Un l'a vu à l'automatisme et l'a fait ici, et là, plusieurs l'ont fait. Donc, bravo à eux. C'est que ici, lorsqu'on a dt sur t ln de t, on obtient 1 sur t, donc u' sur u. Et u' sur u, une primitive, c'est ln
de ln de u. Voilà. On remplaçait par ln de t par x carré, puis par x, et après simplification, ici le 2, je peux le mettre, je peux faire le mettre devant. Là j'ai ln de 2 fois ln de x, veut dire ln de 2 plus ln de x, avec celui-ci, ça va s'éliminer, et il me reste ln de 2. Sinon certains ont noté g une primitive de ceci, et ils ont dit f de x égale g de x carré moins g de x. Ils ont dérivé, formule de dérivation d'une composée. La dérivée de g, c'est 1 sur x ln de x, ln de, alors il faut remplacer les x par x carré, donc voilà. Et ici, 1 sur x ln de x. La formule, le 2, je peux le mettre devant. Là, il y a le 2 et le x qui s'éliminent. Les deux qui s'éliminent, on obtient la même chose. La dérivée est nulle. Donc, si f' est nulle, ça veut dire que la fonction f est constante. En revanche, on ne trouve pas la valeur, mais la valeur, c'est ln de 2. Si ça vous arrive que la dérivée est constante et qu'après vous trouvez une valeur particulière pour la fonction en un point où vous pouvez la calculer, à ce moment-là, vous avez la valeur de la fonction puisqu'elle est constante. Donc on va passer maintenant à l'exercice 2, extrêmement classique, sur des suites intégrales. Alors la première question consistait à calculer I2. I2, pas très joli. Vous avez 1 sur x carré E de 1 sur x. Et ici, on reconnaît dérivée de 1 sur x devant. J'ai mis un moins pour retrouver la même valeur. Donc ça me fait du u' de u, une primitive, et e de u. Et on obtient moins e puissance 1 demi plus la valeur en 1, e. Donc on obtient e moins racine 2. Ensuite, pour montrer la décroissance, on part de l'inégalité. Et faites très attention ici, comme la positivité de l'intégrale, c'est là où vraiment on comprend beaucoup mieux pourquoi on est obligé de décomposer, de ne pas faire comme certains font et arriver ici à une inégalité et ensuite les gens passent à l'intégrale sur l'inégalité. Si vous faites ceci, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que on est obligé de se baser sur l'intervalle de départ 1e. Et c'est pour ça qu'il est très important de montrer l'inégalité que vous avez ici sur l'intervalle d'intégration. Ici, l'intervalle d'intégration, c'est 1, 2. Si vous faites des études d'inégalité sur autre chose que 1, 2, ben vous ne pourrez pas utiliser l'intégrale sur 1, 2, puisque l'inégalité qui est là ne sera pas sur le bon intervalle. Donc il y en a qui, à force d'avoir fait de trouver des inégalités sur l'intervalle 0, 1, ont fait des recherches et d'inégalités sur 0 à 1, et ensuite ils ont intégré. Si vous écrivez par positivité de l'intégrale, on intègre sur 1, 2, vous voyez bien que vous ne pouvez pas le faire. Donc ici, effectivement, euh, on va trouver une inégalité sur l'intervalle 1, 2. Donc soit x appartenant à 1, 2, donc on a 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. On multiplie par x puissance n. On obtient ceci. Ensuite, on applique la fonction inverse, qui est décroissante. Ceci est positif sur l'intervalle 1, 2. Donc ensuite, on peut multiplier par 1 sur exponentielle de 1 sur x. Et là,
on peut intégrer maintenant par positivité l'intégrale. Donc ici, en intégrant cette inégalité, on obtient 0 inférieur ou égal à cette intégrale entre 1 et 2. J'intègre bien entre 1 et 2 parce que l'inégalité que j'ai montrée, elle est entre 1 et 2. Sur 1 et 2, 1, 2, on a trouvé qu'on était au-dessus de 0. Cette fonction-là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, hein, peut-être de cette forme. Et cette fonction ici est de cette forme, peu importe. Et on a bien ces inégalités. La surface qui est là, l'intégrale de ceci est inférieure à l'intégrale qui est là. Donc, voilà. Et l'intégrale entre 1 et 2 de ceci. Là, on reconnaît in plus 1 et in. Une fois qu'on a ceci, on a donc in et donc décroissante minorée par 0. Par théorème de la limite monotone, vous avez in qui converge. Alors une fois qu'on a montré cette question 2, les objectifs des deux questions, des questions 3 et 4 vont être de déterminer la limite de la suite in. Dans la question 3, on va simplement trouver la limite, mais ne pas avoir une idée très précise de la vitesse de convergence, tandis que dans la question 4, on va trouver un équivalent de in. Donc ce sera certainement... alors j'aurais peut-être besoin de celui-ci. Oui, je crois parce que j'en ai besoin pour la question 4C. Voilà, donc hop. Ici, question 3. On vous demande de montrer une inégalité. Pour montrer une inégalité, on voit que dans l'inégalité apparaît pour in un e sur n-1. Donc certainement une intégration du x puissance n. Puisqu'il faudrait, parce que quand on intègre un 1 sur x puissance n, on reconnaît, et de x, je le fais là un peu au brouillon, j'obtiens moins 1 sur n-1, x puissance n-1. Et donc vous voyez apparaître le n-1. Et a fortiori, avec ceci, ben, on reconnaît le x puissance n-1. Donc fort de cette remarque, on se dit, ah, il va falloir que j'ai à droite une intégrale de ce type. Une fois qu'on a compris ça, on voit que comme je dois conserver le 1 sur x puissance n, ce qui va être encadré par deux constantes, ce sera le exponentiel de 1 sur x. Donc on part toujours d'un x compris entre 1 et 2, l'intervalle d'intégration. Inutile de faire des inégalités sur un autre intervalle que celui-ci, puisque quand on utilisera la positivité de l'intégrale, on l'utilisera sur un intervalle particulier, cet intervalle. Si on n'a pas montré sur cet intervalle, on ne peut rien faire. Je me répète, mais parce que comme il y en a beaucoup qui ont fait les recherches d'inégalités sur un autre intervalle que celui-ci, alors ici, donc, je pars de cette inégalité, je passe à 1 sur x, donc j'ai 1 sur 2, 1 sur x, 1. Ensuite, je passe à l'exponentielle. Alors là, je pourrais déjà deviner que cette inégalité, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin que ce soit positif. Et ici, exponentielle de 1. Voilà. Ensuite, je vais diviser par x puissance n. Donc là, bien sûr, c'est acquis. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir supérieur à racine de e. J'ai juste besoin que ce soit supérieur à 0. Voilà. E sur x puissance n. Et là, par positivité de l'intégrale, en intégrant sur 1, 2, on obtient 0, l'intégrale entre 1 et e. N'oubliez pas d'écrire tout ça. Exponentielle de 1 sur x, x puissance n dx, inférieur ou égal à e, je le mets devant, voilà, de 1 sur x puissance n dx. Le e, il reste. J'ai à intégrer, à trouver une primitive de 1 sur x puissance n.
entre 1 et 2. Je calcule en 1 d'abord pour avoir la valeur positive puisque j'ai un moins devant. En 1, je remplace x par 1, ça fait 1 sur n-1. Et en 2, ça me fera 1 sur n-1 de puissance n-1. Je peux factoriser par 1 sur n-1. J'obtiens 1 et ici ce qu'il fallait obtenir. Je montre que ceci se tend vers 1. Vous avez ceci qui est proprement fait sur le corrigé. Ceci tend vers 0. Donc le tout tend vers 0. Théorème des gendarmes. Ceci tend vers 0. Je ne détaille pas. C'est tout détaillé dans le corrigé. Donc la question 3 m'a permis effectivement de déterminer la limite. J'avais montré dans la question 2 que IN convergeait. J'ai, grâce à cette question 3, trouvé la limite. Je sais que ça va un peu plus vite que 1 sur... ça va au moins aussi vite que 1 sur n, puisque c'est en 1 sur n-1. Et maintenant, je vais essayer de trouver un équivalent de IN grâce à une IPP, question extrêmement classique, la question 4, petit a, trouver une relation entre IN et IN plus 1. Et donc, pour cela, on va procéder par IPP. Donc, je pars de IN parce que j'ai trouvé que c'était plus facile dans le corrigé de partir de IN. En ça, c'est assez atypique parce que souvent, les IPP sont un petit peu plus simples. Là, c'était un petit peu plus compliqué que classiquement. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer le 1 sur x puissance n, donc comme je viens de le faire, c'est assez facile. Donc celui-ci, le 1 sur x puissance n, que je vais intégrer, et celui-là que je vais dériver. Donc j'intègre celui-ci, j'obtiens moins 1 sur n-1 x puissance n-1. Je vois qu'il y en a encore qui ont des difficultés sur les IPPB. Là, il va falloir être quand même plus au point. Et ici, je dérive e de x, e de 1 sur x. Alors, je l'écris au brouillon parce que je n'ai pas le droit d'écrire comme ça, hein, mais peu importe. Voilà, ça me permet ici de remplacer. J'ai un moins qui est là, donc ça deviendrait plus, mais j'ai aussi ce moins là, donc ça reste moins. Intégrale entre 1 et 2, de 1 sur n-1, x puissance n-1, et fois 1 sur x carré, e de 1 sur x dx. Ici, la valeur en 1 moins la valeur en 2. Donc je regarde le résultat qu'ils nous ont mis dans la question. Donc la valeur en... c'est plus la valeur en 1 moins la valeur en 2 puisque j'ai un moins ici. Donc ça me fait 1 sur n-1 fois e. Voilà. Ensuite, la valeur en 2. Donc ça sera 1 sur n-1 de puissance n-1. Et ici, e de 1 sur 2, c'est-à-dire racine de e. Voilà. Et là, j'ai un moins. Je peux sortir le 1 sur n-1. Ici, l'intégrale entre 1 et 2. Ici, n-1 comme puissance et 2 ici, ça fera n plus 1. Voilà. X puissance n plus 1. Et ceci. Et là, je reconnais i n plus 1. Je multiplie tout par n-1 et j'obtiens n-1 in égale e moins racine de e sur 2 puissance n-1 moins in plus 1. Je mets le in plus 1 de ce côté et ça de l'autre et j'obtiens la formule attendue. Voilà. Plus moins n-1 in. Donc, j'obtiens ce qui était effectivement marqué, puisque n-1 moins n-1, ça me fait plus 1 moins n. Voilà. On nous demande de montrer
que la limite de yen, donc si on note, voilà, à ce moment-là, ceci, yen plus 1 tend vers L, et alors, je peux procéder autrement en disant que I n égale ceci, voilà, sur n-1, moins racine de E. Alors je crois que je n'ai pas fait comme ça dans le corrigé, voilà, moins in plus 1, voilà. Donc in plus 1 tend vers L. Donc ici, ça tend vers 0. Donc in plus 1 fois 1 sur n moins 1 tend vers 0. Donc in tend vers, ben ça tend vers 0. Et celui-là aussi, voilà, tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Et c'est peut-être mieux que de faire par l'absurde comme je l'ai fait dans le corrigé. Donc in tend vers 0. Voilà. Donc L égale à 0. On a montré encore d'une autre façon que la limite était 0. C'était pas simple, hein, ça, franchement, voilà. Il y en a qui ont tenté, mais qui ne l'ont pas fait correctement. Donc une fois qu'on a ceci, on a la formule qui nous permet de calculer I3. Oui, donc ici, j'ai la formule qui relie IN plus 1 à IN. Et donc j'obtiens I3 égale, et donc je remplace, hein, ici N, je le remplace par 2 pour obtenir I3. Donc ici j'aurai I2, 2 moins 1, 1 moins 2, donc moins 1. Et ici 2 moins 1, 2 puissance 1, donc ce résultat. Voilà pour I2, I3, donc c'est racine de E sur 2. Pour trouver un équivalent maintenant de IN, comme on a cette relation, on a or IN tend vers 0, donc IN plus 1 tend vers 0, donc ceci tend vers 0, ça tend vers 0, donc ceci va tendre vers moins E. Donc N moins 1 IN tend vers E, quand N tend vers plus l'infini. Donc IN est équivalent à E sur n-1, c'est-à-dire E sur n en plus l'infini. Voilà. Voilà pour l'équivalent de IN. Donc c'est bien en E sur n, c'est bien équivalent à E sur n, ce dont on pouvait se douter. On avait une majoration dans la question 3a, et cette fois-ci on a vraiment l'équivalence. Voilà. On va passer maintenant à l'exercice 3, extrêmement classique, sur les probabilités. Et bon, on va voir comment on procède, on y va. Alors ici, on a une particule qui se promène sur les trois sommets d'un triangle entre A, B et C. Et à l'instant initial, la particule est en A. Donc on a la probabilité d'être en A à l'instant initial, qui est de 1. Et on a B0 et C0 qui est nul, puisque l'on sait qu'elle est en A à l'instant initial. Une fois qu'elle est en A, on sait que la probabilité pour qu'elle passe sur n'importe lequel des trois sommets est équiprobable. C'est-à-dire qu'on a un tiers de chance d'aller en A, un tiers en B, un tiers en C. Donc A1 égale B1 égale C1 parce que au départ, elle est en A. Sinon, il aurait fallu faire des calculs plus complexes. Certains s'y sont essayés parce qu'ils n'avaient pas pris la bonne probabilité initiale. Donc voilà. J'ai quand même mis des points pour ceux qui m'ont mis ça alors qu'ils s'étaient trompés ici, ce qui était totalement incohérent. Donc j'aurais dû mettre 0, mais enfin j'ai mis des points. Ensuite, dans la question 2, on avait à trouver les formules de récurrence entre a, n plus 1 et a, enfin le rang suivant et le rang précédent. Et pour cela, il faut partir du fait qu'on a un système complet.
Donc ici, il faut écrire en toutes lettres que ce système est un système complet. Donc c'était la deuxième fois de l'énoncé où on avait à citer ceci, système complet d'événements. Donc d'événements. Ensuite, on utilise donc la formule de probabilité totale. J'écris pas tout, hein, vous l'avez vraiment en détail, mais c'est vraiment ceci qu'il faut écrire absolument. Et on a P de AN plus 1, c'est-à-dire AN plus 1, qui est égal à... Et il faut écrire la formule. Si vous n'écrivez pas la formule, vous perdez encore 0,5. Donc c'est la formule P de AN facteur de P de AN plus 1, sachant AN, plus P de BN fois P2 AN plus 1, sachant BN, plus pareil pour CN. Voilà. Et dans l'énoncé, on vous donnait toutes les probabilités conditionnelles. Donc, euh, lorsqu'on est en AN, la probabilité d'aller en AN plus 1, c'était un tiers. Quand on est en BN, la probabilité d'aller en BN, en AN plus 1, d'aller en A, c'était marqué dans l'énoncé et c'était un quart. Et pour CN, quand on est en CN, la probabilité d'aller en AN plus 1, c'était un sixième. Voilà. Donc tout ça, c'était précisé. Alors, il y a celui-ci qui était mal précisé, parce qu'en fait, ceci correspond à l'arbre suivant, CN. Et pour CN, on vous avait dit que la probabilité qui reste en CN était de 1 demi, en C, pardon, était de 1 demi, CN plus 1, et certains ont calculé proprement des valeurs qui étaient ici, donc AN plus 1 et BN plus 1. Ils ont dit, sachant CN, P2, CN plus 1 égale 1 demi, donc probabilité de sachant CN de AN plus 1 plus probabilité sachant CN de BN plus 1 égale 1 demi. Et ils ont dit que ceci était le double de ceci. Voilà. Et ils ont dit donc 3 égale 1 demi. Donc ils ont dit ceci vaut 1 sixième. Voilà. Donc ils l'ont fait proprement, ça leur a rapporté un point. C'est comme ça qu'on trouvait le 1 sixième. Celui-ci, ça faisait le double, donc un tiers, et puis un demi pour celui-ci. Voilà. Alors que d'autres ont utilisé l'expression dans la matrice pour pouvoir justifier le 1 sixième et un tiers, ce qui bien sûr ne permettait pas de le justifier proprement. Alors on faisait pareil, et à ce moment-là on n'est pas obligé de recopier cette formule, hein, on peut dire de même, et puis Bn plus 1, écrire les expressions, Cn plus 1, écrire les expressions. Ici on obtient donc An plus 1, Bn plus 1, Cn plus 1, égale, alors ceci c'est l'expression de x indice n plus 1, x indice n plus 1 égale ceci, est égal à 1 tiers, 1 quart, 1 sixième. En deuxième, c'était 1 tiers, 1 quart, 1 tiers. Et ensuite, 1 tiers, 1 demi, 1 demi de AN, BN, CN. Là, on reconnaissait A fois XN. Donc, on avait montré ceci. On montre par récurrence que xn égale a puissance n x0. Pour l'initialisation, on a a puissance 0 x0 qui est égal à i3 x0 qui est égal à x0, donc p0 vrai. Ensuite, l'hérédité, soit n appartenant à grand n, supposons pn vrai. À ce moment-là, on a, et c'est là qu'il y avait des erreurs, x indice n plus 1 est égal à a xn. Xn, par hypothèse de récurrence,
c'est a puissance n x0, et c'est là qu'il y en a par exemple qui ont mis le a puissance n de ce côté-là, ce qui revient à un calcul qui n'est pas possible, parce que la dimension des matrices ne correspond pas. Ce type de matrice, je l'ai dit plein de fois, ce n'est pas possible de faire ce type de calcul. J'en ai encore 5 qui m'ont fait écrire cette expression. J'ai presque eu envie d'enlever des points. Hein. Non, ce type de calcul, c'est pas possible. Vous faites ce calcul-là si vous voulez. Vous avez 1, 2, 3 valeurs ici, 3 valeurs là. Vous pouvez faire ce type de calcul. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Donc ici, on obtient a puissance n plus 1, x0. On a montré Pn plus 1 vrai. On a montré par récurrence que, quel que soit n, ceci. Alors maintenant, l'objectif dans la question d'après est de montrer et de déterminer dans la question 2 par un changement de base les puissances successives de la matrice A. Donc on va procéder, la matrice A étant celle-ci, hein, 1 douzième, 2, puis etc. Donc on va le faire. Alors on vous donnait la base dans laquelle on allait faire le changement de base. Et ici on avait les vecteurs U, V, W dans la base C canonique, qui étaient ces vecteurs-là. Et on verra l'année prochaine, on en a déjà fait un peu, je me répète, et l'année prochaine on verra la technique générale. Ici vous avez la matrice dans C, la base canonique, de la famille UVW, c'est-à-dire la famille que j'ai notée B. C'est celle-ci. Voilà. Voilà, donc la matrice de passage, donc ici constituée des vecteurs de coordonnées sont donnés. Donc ici, je crois qu'on ne vous demandait pas de montrer que c'était une base. Oui, voilà, on ne vous demandait pas. Ça, c'était la matrice de passage qui va de C vers B. Donc P de B vers C, c'est P de C vers B, puissance moins 1. On vous donnait l'expression. Il fallait simplement faire le calcul de ceci fois cela. Vous montriez que, alors, si vous ne faites pas le calcul et que vous marquez directement le résultat, personne ne se rendra compte. Vous dites donc P de B vers C égale 1/39e de tout ça. Donc on avait justifié dans la question, on justifiait ainsi dans la question 2A, c'est bizarre, oui c'est ça, 2A, ce résultat. Donc ensuite, on vous demandait dans la question 2B de trouver la matrice associée à l'application linéaire associée à A. Or A, c'était la matrice 1 douzième. Alors je vous montrerai directement, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc l'application linéaire dans le corrigé, c'est ceci, puisque la matrice était constituée de 1 tiers, 1 quart, 1 sixième. Quand on fait ce calcul, il y en a qui n'ont pas mis des plus encore, hein, qui ont fait ceci, ici, fois x, y, z, et qui ont mis 1 tiers de x, 1 quart de y et 1 sixième de z. Ce qui montre au correcteur que vous ne savez pas ce que c'est qu'un calcul matriciel. Donc effectivement, quand je fais cette matrice fois cette colonne, c'est ceci. Et c'est pour cela que je peux faire ce produit. Et si je veux faire ce produit, et que j'écris 1 tiers, 1 quart, 1 sixième, etc. avec les autres, et que je mets que ceci égale 1 tiers de x plus 1 quart de y plus 1 sixième de z, que je fais ça le jour du concours, non seulement j'ai 0, mais qu'en plus, je pense que le correcteur, un peu énervé, risque de vous enlever des points ailleurs. Donc, retenez bien, ce calcul est faisable. Celui-ci n'est pas faisable. Je l'ai dit plein de fois. Et il y en a encore 5 qui me l'ont fait dans le sens et qui m'ont marqué ce résultat. Donc, méfiez-vous. Ce n'est pas possible. Donc, l'application linéaire, je vous l'ai montré, vous l'avez dans le corrigé, hein, c'est la question 2B. Et ensuite, on vous demande la matrice de F dans la base B, donc dans cette base-là. Donc on fait F de U, on remarque qu'on obtient U. Effectivement, hein, si je remplace dans l'expression 1 tiers de x plus 1 quart de y plus 1 sixième de z
Et puis pareil pour les autres. Sur la première ligne, je vais obtenir 1 tiers fois 1, 3, ça me fera 1, plus 1, plus 1, ça me fera 3. Je fais le calcul, j'ai qu'à faire de toute façon A fois ceci, A fois ça, et j'obtiens 1, 4, 6. Donc j'obtiens U. Si je fais F de V, par le même calcul, hein, si je fais A, la matrice A fois ceci, j'obtiendrai moins 1 sixième, 0, 1 sixième, donc 1 sixième de V. Et pour W, je fais le calcul. Ici, je fais A, 1, moins 3, 2 dans C, et j'obtiendrai moins 1 douzième. Ici, 1 quart, et ici, moins 1 sixième, c'est-à-dire moins 1 douzième de W. Donc la matrice de F dans la base UVW, de F dans cette base-là, j'obtiens une fois U pour F de U. Donc là, je dois faire F de U, F de V et F de W. Hein. F de U, j'ai trouvé une fois U. F de V, j'ai trouvé 0 fois U plus 1 sixième de V plus 0 fois W. Et pour F de V, pardon, 0 W, pardon. Et pour F de W, j'ai trouvé 0 fois U plus 0 fois V plus moins 1 douzième de W. Donc voici la matrice F dans la base B. Ensuite, on a la formule, famille, on a la formule suivante. La matrice dans la base B de F, c'est la matrice de passage de B vers la base canonique, fois la matrice de F dans la base C, fois la matrice de passage de C vers B. Ceci, c'était noté P, ceci, c'était la matrice A, et ceci, forcément, P-1. Et cette matrice, on l'avait notée B, me semble-t-il. Voilà, B. Donc, on avait cette formule. Ceci implique que P, B, P-1 égale A. Donc, A puissance n, c'est égal à P, B, P-1, P, B, P-1, etc. P, B, P-1. Ici, on reconnaît I3, 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 et on a obtenu cette formule. Ça, c'était 0,5, ça, c'était 0,5. Une fois qu'on était là, on vous demandait d'admettre qu'on pouvait en déduire A puissance n comme étant ceci. Je vais vous le marquer sur... Voilà, je vais vous donner le corrigé, c'est tout aussi simple. Donc, hop, on avait, voilà, cette matrice à puissance n, on vous donnait donc cette expression avec le 1/39e ici. Comme x0 c'est 1, 0, 0, quand je vais faire a puissance n fois x0 pour trouver x puissance n, j'obtiendrai ceci. Donc j'obtiens l'expression de AN, BN et CN. Comme pour justifier, on précise que 1 sixième est en valeur absolue inférieure à 1, moins 1 douzième aussi. Donc tout ce qui est puissance 1 sixième ou puissance moins 1 douzième, ça tend vers 0. Et on a limite de AN qui va être 9 39e, c'est-à-dire 3 treizièmes, pour BN et pour CN. Et ceci sont les probabilités, au bout d'un grand nombre de secondes, d'être respectivement en A, B et C. Voilà pour l'interprétation probabiliste. Donc, je ne l'ai pas fait sur le tableau pour la fin, hein, c'était assez clair dans le corrigé. Voilà pour ce DS hein, qui sera à réviser pour la semaine prochaine. Hein, je vois que dans le... Voilà, calcul... à réviser pour jeudi, automatisme de jeudi. Voilà, bon courage pour vos révisions et je vais vous dire à mardi.
Parce que nous sommes dimanche après-midi. Voilà. Bonne continuation.